Bonsoir à tous. Merci de faire confiance à RTI2. À la une de l'actualité d'ici et d'ailleurs, le dossier de la rédaction s'intéresse ce soir à la fistule obstétricale ou maladie de la honte. Malgré les efforts du gouvernement, beaucoup reste à faire pour éradiquer ce mal qui ronge de nombreuses femmes. Hors de chez nous, la pression de la communauté internationale continue de s'accentuer sur la junte au pouvoir au Niger. L'ultimatum de la CEDEAO prend fin dans quelques heures. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Nous sommes aujourd'hui dimanche 6 août 2023, veille de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays. À cette occasion, et pour sacrifier à la tradition, le président Alassane Ouattara va s'adresser à la nation dans quelques minutes. Un discours à suivre sur les antennes du groupe RTI. Toujours au chapitre de la fête nationale de notre pays, ce petit cours d'histoire à présent, du 22 au 24 décembre 1949, une marche d'Abidjan à Grand-Bassam était organisée à l'initiative des femmes, un mouvement de contestation dirigé par Marie-Série Coré, grande militante de l'indépendance, accompagnée de Anne-Marie Raji, symbole également de la lutte anticoloniale, et d'autres combattantes pour demander la libération des responsables politiques emprisonnés arbitrairement par les colons français. Cette lutte a-t-elle eu un impact sur l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Réponse à cette question avec Djeneba Ouattara et Soro Corona. Marie-Série Coré et Anne-Marie Raji, deux pionnières qui ont gravé leur nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pendant la période coloniale. À la tête de nombreuses braves dames et prises de liberté, ces deux combattantes, en synergie avec les autres, ont défié l'autorité coloniale les mains nues lors de la marche qu'elles organisent sur la ville de Grand-Bassam le 24 décembre 1949. Mais que s'est-il réellement passé et quel était le sens de leur combat? Le PDCI, donc convaincu de ce que le parti des jeunes du Mans le combattait et lequel parti était donc proche du Parti progressiste français et donc adulé par la France, alors ces deux partis se livraient à une lutte sans merci sur le terrain. Et c'est lors de la tentative d'empêchement d'une réunion à Treichville de ce parti-là par les partisans du RDA, les Gévins ont dégénéré et le colon qui était tapis n'attendait plus que cette occasion pour arrêter et donc les cadres leaders du PDCI. Alors arrêtés, condamnés sans jugement. Alors de février jusqu'en décembre, les femmes guidées par Marie Coré se sont donc liguées et ont décidé de faire une marche Grand-Bassam pour libérer leurs congénères, leurs époux, frères et fils. À côté de Marie-Série Coré, Anne-Marie Raji, on peut citer Jeanne, Gervais, Odette Ekra, Lorignon, Zikaï, Mansara Keïta Kamara, la seule survivante aujourd'hui centenaire. Quel a été l'apport de la marche de 1949 de ces grandes figures à la session à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire? Cette marche-là également a été d'un tel écho que les autorités coloniales, même si elles n'ont pas cédé sur le champ, mais ont compris que la lutte prenait un autre aspect avec l'implication de la gente féminine. Si malgré la mobilisation, le combat mené n'a pas gain de cause parce que les leaders politiques sont restés emprisonnés pendant quelques mois. Néanmoins, il a permis aux femmes de booster la lutte féministe en Côte d'Ivoire. La femme, aujourd'hui, si on leur accorde certaines représentativités dans les instances électorales, ça reste d'un long processus. Et nous pensons qu'à juste titre, cette reconnaissance aujourd'hui qui refait surface, alors remonte à plusieurs dates mémorables, entre autres cette marche de Grand-Bassam. Pour reconnaître les efforts de ces combattantes de la lutte anticolonialiste, une statue en mémoire de la marche des femmes est érigée à Grand-Bassam. Ces statues représentent 3 femmes, dont l'une entre elles portant un enfant dans le dos. Le pont reliant le quartier français au reste de la ville a été également baptisé Pont de la Victoire en leur hommage. Et puis il faut le savoir, bien sûr, dans une poignée de minutes, le président Alassane Ouattara va livrer un message à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un discours à suivre sur les canaux du groupe RTI. Direction la commune de Cocody pour parler de paix et de cohésion sociale. Le Conseil de paix y a organisé le jeudi dernier une cérémonie au cours de laquelle elle a émis des recommandations au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, des résolutions qui sont un moyen de contribuer à la tenue d'élections locales apaisées en septembre prochain. Et c'était en présence d'Abdoul Aziz Guira et Maïssa Kogaï.
Cette recommandation pour des élections locales apaisées est sans doute l'un des points culminants de cette rencontre. Le tout, contenu dans un document, est remis au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, une initiative du Conseil de paix de Cocody. Cette organisation fait de la promotion de la paix son cheval de bataille. Le Conseil de paix, c'est pour promouvoir la paix. Et là, nous avons fait des recommandations que nous avons remises à la représentante du ministre, qui se trouve être une des nôtres, parce que nous sommes à l'approche des élections locales. Et notre but, notre mission, c'est de sensibiliser tout le monde à la pratique de la paix pour que nous puissions organiser les élections là, dans des conditions paisibles. L'initiative du Conseil de paix de Cocody enregistre plusieurs adhérents. Ça fait plaisir de prôner la paix, surtout en Côte d'Ivoire. C'est un devoir pour tout Ivoirien d'aimer travailler pour la paix. À l'approche de ces élections municipales, c'est une activité qui est bien tombée afin que les populations puissent avoir un comportement de paix. Les populations puissent prôner la paix et pour le bien-être du pays, afin que le pays puisse rester dans une atmosphère de paix. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale entend appliquer ces recommandations. Tous les citoyens qui vivent sur le territoire ivoirien doivent faire main et pieds aussi pour accompagner le ministère de la Réconciliation pour la promotion de la paix. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Le Conseil de paix de Cocody compte un peu plus d'une dizaine d'ambassadeurs. Ces derniers ont désormais pour mission d'être des acteurs de paix. À l'international, première destination, le Niger. Comme annoncé en titre, la pression de la communauté internationale continue de s'accentuer sur les putschistes au pouvoir depuis le 26 juillet dernier. Après le coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, la CEDEAO avait donné 7 jours aux militaires pour le rétablir dans ses fonctions, sous peine d'utiliser la force dans quelques heures. L'ultimatum de l'institution sous-régionale prendra fin et celle-ci se dit prête à intervenir militairement dans ce pays. Alors que l'expiration approche, 30 000 personnes se sont rassemblées ce dimanche dans un stade de Niamey, la capitale, pour soutenir la junte au pouvoir. Hors du continent, la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui comprend les partis d'extrême droite et juifs ultra-orthodoxes, se heurte au plus vaste mouvement de contestation de l'histoire d'Israël. Plusieurs milliers de manifestants agitant le drapeau israélien se sont une nouvelle fois rassemblés à Tel Aviv pour protester contre le vote par le Parlement d'une partie de la réforme du système judiciaire portée par le gouvernement. Et puis l'Ukraine a affirmé avoir abattu 30 missiles de croisière et des drones envoyés par la Russie dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Moscou a annoncé de son côté avoir frappé des bases militaires ukrainiennes dans l'ouest du pays, affirmant que tous les objectifs ont été atteints. Allez, place au dossier de la rédaction. « 500 000 femmes et filles vivent avec la fistule obstétricale dans le monde. En Côte d'Ivoire, elles sont 73 000 depuis 2012. Le gouvernement s'est engagé avec ses partenaires pour éliminer cette maladie honteuse d'ici à 2030. À ce jour, 3 933 femmes ont été opérées. La marche est longue et le combat continue parce que chaque année, il y a de nouveaux cas. Voici le constat de Bictou Pekele et Gilles Tonien. Il y a 10 mois, Dorcas donnait naissance à son premier bébé. Au cours du difficile accouchement, cette jeune mère de 26 ans a subi une déchirure qui lie sa vulve et son rectum. Moi, je ne connaissais pas. Elle m'a dit, il faut chier. J'ai commencé à chier. Après, elle a dit, non, moi, je veux pousser. Elle m'a dit, bon, dans ce cas, il faut pousser. J'ai commencé à pousser. Elle a pris la paire de ciseaux et puis elle a coupé une première fois. Elle m'a dit de pousser, puisque l'enfant était gros. Donc, j'ai continué à pousser. Il y a une qui est venue. Elle a pris ciseaux, maintenant elle a tranché jusqu'à l'anus, la paire de ciseaux a touché la cuisse, et comme ça. Dorcas était loin de s'imaginer les conséquences de cette déchirure. 5 jours après une première suture, elle retourne à l'hôpital. Mais il était trop tard pour les sages-femmes de réparer les dégâts. Elles ont levé les selles qui étaient là, mais elle avait dit que la blessure était déjà ouverte. Donc on ne peut pas coudre tout droit. Donc c'est ça, elles ont pris les contours de l'anus là pour coller à côté. Mais quand je mets ma main, je vois que c'est profond. On m'a donné un miroir, j'ai vu, j'ai commencé à pleurer. Ça ressemblait à une cuvette. À une cuvette, les bordures jaunes. C'est-à-dire qu'elle a enlevé toute la peau de l'anus. Depuis, Dorcas vit l'enfer. Les fuites des matières fécales sont son quotidien. Titulaire d'un BTS et stagiaire dans une entreprise,
son employeur a mis fin à sa formation. Dorcas passe ses journées à changer les couches et à laver ses selles. Donner naissance et voir sa vie bouleversée par une fistule, c'est l'histoire de Dorcas. Elle se bat pour recouvrer la santé. La jeune mère décide alors d'essayer la chirurgie. Pendant 3 jours, elle s'est privée de nourriture pour voyager de Daloa à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, dans la région de Lagné-Bitiassa. Ici, elle attend un miracle. À ses côtés, le professeur Paul Conan et son équipe. Ils mettent tout en œuvre pour supprimer la fistule. On a fait un examen de confirmation sous anesthésie. Et une fois qu'on a vu, on a circonscrit les lésions, alors il y aura la phase d'atteindre la lésion et puis la phase de réparation de la lésion. Heureusement pour la jeune mère, les tissus de sa fistule sont souples. Ici, c'est le Kalan-Alan, la lésion que nous allons réparer. Et voilà la voie vaginale qui est là. Donc, il y a une souplesse tissulaire. Et donc, ça peut garantir une guérison. Bon, l'opération commence. Hein? Aspirer ou bien... Au bout des 46 minutes, c'est fait. L'opération est terminée. Dorcas ne subira plus les fuites de sel à partir de cet instant. Mais il lui faudra attendre 2 ans pour recouvrer totalement la santé. Ce que vous avez vu avant et maintenant, ce n'est pas la même chose. D'abord, la cicatrisation cutanée se fera en 15 jours, 21 jours. Et puis ensuite, la rétrocession des œdèmes jusqu'à 3 mois environ. Pour la zone des doigts, que les fils que nous avons mis ne cèdent pas. Si les fils lâchent, on repart à 0. Pendant 10 jours, les porteuses de fistules se succèdent dans les blocs opératoires de cet hôpital. Elles viennent de différentes villes du pays. Cette sexagénaire vient de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Depuis 37 ans, elle est porteuse d'une fistule à la suite d'un accouchement. Elle fait face depuis lors à des fuites urinaires. Elle a été répudiée par son mari et a subi plusieurs opérations sans succès. La vieille dame n'aura pas cependant la chance de Dorcas. En cause, son âge avancé, la durée de la fistule et son excision. Ça a tellement duré, les urines ont entraîné des lésions au niveau des tissus qui sont plus souples. Donc le résultat sera un peu aléatoire chez elle. On va réduire, mais la rendre totalement sèche, ça sera un peu difficile. En clair, la mémé va toujours porter des couches. Sans activité génératrice de revenus pour faire face à ces charges, son espoir a toujours été et reste les bonnes volontés. Les porteuses de fistules n'en guérissent pas toutes. Dans ce bloc, les chirurgiens tentent de réparer une autre fistule survenue après une intervention chirurgicale. La fistule obstétricale est un trou anormal qui part de la vulve à la vessie et ou au rectum. Il en existe plusieurs formes et plusieurs types. C'est une fistule dite simple. On catégorise les fistules en 3 grands types. Il y a les fistules simples où on peut réparer sans faire un autre artifice pour pouvoir maintenir la continence. Mais les fistules complexes où le fait de fermer la fistule ne suffit pas, il faut également avoir un geste sur la continence, c'est-à-dire le système des sphincters. Et puis il y a les fistules compliquées où parfois la vessie est totalement détruite, où on doit reconstruire une vessie, ou bien on doit faire une dérivation urinaire définitive, c'est-à-dire que la personne ne pourra plus uriner par les voies naturelles. Et c'est déjà le soulagement dans la salle de réveil pour les 10 premiers opérés sur 18 attendus. Je pourrais me changer 3, 4 à 5 fois par jour. En 3 jours, il n'y a plus urine sur couchette, rien. Ça descend dans son. Donc, c'est déjà l'espoir.
À cause des urines, je ne partais plus dans les cérémonies. Je lave les couches de mon bébé de 3 mois et je lave pour moi-même. C'est pas facile. Aujourd'hui, je me sens bien. Si ça reste ainsi, ça sera mieux pour moi. Comme ça. On m'a licenciée à cause de ça, parce que j'étais dans un restaurant. Parce qu'à chaque fois, il fallait aller aux toilettes. Avec mon petit cousin, on s'est séparés. Non, aujourd'hui, c'est une victoire, c'est un soulagement en tout cas. Fini le contact direct avec les urines pour celles-ci. Elles sont assistées par le corps médical. Ces femmes vont passer 14 à 21 jours ici, après l'opération. Au fur et à mesure, nous passons pour vérifier si les sondes sont remplies. Est-ce que l'urine est claire? On note ça sur une fiche pour que les médecins à la visite viennent voir. On peut passer 5 fois, 10 fois. En tout cas, tant qu'on est là, on doit passer à chaque fois pour vérifier. Et quand arrive Dorcas à la salle de réveil, c'est la joie. Elle est la chef de ce groupe constitué en village. Et le village réserve un accueil chaleureux à toutes les survivantes. Ces hommes et femmes sont des parents de malades et des porteuses de fistules qui attendent leur tour. L'AIBF, partenaire de cette campagne, les occupe pas des jeux. Ça leur permet d'oublier un tant soit peu la maladie. Et même les parents qui viennent les accompagner, qui sont souvent stressés, qui sont inquiets, ça leur permet aussi d'oublier la situation de souffrance dans laquelle ils vivent depuis un moment. Parmi eux, Kwaku, l'un des rares hommes, il accompagne son épouse. Au jour de l'accouchement, elle a été opérée au CHU de Cocody. Quelques jours après l'opération, on a découvert que l'urine coulait et que ça ne s'arrêtait pas. Et depuis 2016, elle a demeuré dans ça et j'ai décidé de marcher avec elle. Je ne pouvais pas reculer. Il y a certaines femmes qui sont venues seules. Mais moi, mon mari est venu m'accompagner. Vraiment, je suis heureuse. Et puis, je sais qu'il m'aime beaucoup. $1 500, soit environ 800 000 francs CFA. C'est le coût de l'opération de la fistule. Mais toutes ces femmes sont opérées gratuitement ici. La campagne lancée par l'UNFPA est financée par la COICA, une ONG coréenne. Cette campagne fait partie du programme du gouvernement pour éliminer la fistule d'ici à 2030. Équipé d'une technologie de dernière génération, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo est l'un des 2 centres de santé qui abritent cette campagne de chirurgie réparatrice de la fistule obstétricale. Nous sommes en partenariat avec l'UNFPA depuis 2021. On établit des budgets que l'on respecte au centime près et le FNUAP nous règle en fonction du nombre d'opérations qui se passent ici. Avant toute chose, ces femmes sont installées dans des tentes, puis elles sont opérées selon la gravité des cas. À 109 km de Bodo, au siège de l'UNFPA à Abidjan, les équipes sont de retour après 10 jours d'opération et de sensibilisation. C'est l'heure du bilan. Pour cette campagne-ci, il y avait 2 sites, c'est-à-dire Bodo et Bounang. Il y a 28 femmes qui ont été identifiées pour être opérées. Elles ont toutes été opérées. Et depuis le début de l'année, nous avons également organisé 2 autres campagnes et nous avons pu opérer 104 femmes. Actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 73 000 femmes qui vivent avec la fistule. Depuis que le projet existe, nous avons pu opérer 3 933 femmes. Et pour éliminer la fistule d'ici à 2030, il faut près de 70 milliards de francs CFA. Si on investit $1 dans la réparation, la prise en charge de la fistule, on en récolte 3. Et nous avons pu réunir une panoplie de partenaires qui sont prêts, engagés à accompagner le gouvernement dans ses efforts d'élimination de la fistule. Bien que ces efforts soient faits chaque année, il y a de nouveaux cas de fistule enregistrés par le programme de la santé maternelle et infantile. Chaque année, nous parlons d'environ 250 cas nouveaux de fistules obstétricales. Il faut aller au fin fond de la Côte d'Ivoire, sensibiliser les femmes, faire des campagnes de proximité, permettre à nos chefs de village, permettre à nos collectivités de s'impliquer au problème de la santé de la mère et de l'enfant pour pouvoir résoudre le problème de la fistule obstétricale. Selon l'UNFPA, les opérations sont généralement réussies à 90%. Les 10% restantes sont suivies et opérées lors de la prochaine campagne. Les cas de guérison bénéficient, eux, d'un soutien en vue de reprendre la vie après la fistule. Dans la commune d'Anyama,
Le couple Nkayo a encore en mémoire le douloureux souvenir de la fistule obstétricale. L'épouse était sujet de moquerie à la suite d'un accouchement où elle a perdu son bébé. J'étais à la maison, je ne faisais rien, puisque j'avais du mal à sortir. Je payais des couches, me protégeais ça. Mais le jour que j'ai vu que je n'avais pas de moyens, je prends les chiffons, je prends au moins 2 pains, 3 pains, et je prends ça. L'urine la sort, ça sort. Quand je suis assise comme ça, si je tousse, ça verse. Même si je ris, ça verse, ça se mouille en même temps. Avec les enfants, en tout cas, c'était maman a pissé. D'autres aussi, pour mon histoire, parler au dehors pour dire que la femme là, puis sont en bas d'elle. Et c'est là même ces femmes encore. Elle-même là, elle voyait la mort. La femme était devenue vraiment, je peux dire, méconnaissable. Toujours quand on dormait, le lit est toujours mouillé. Mais il fait comment? C'est mon épouse ne veut pas la chasser. Après un an et demi de calvaire, elle a été opérée gratuitement et elle reprend goût à la vie. Je revis et j'ai repris mes activités. L'UNICEF m'a aidé à avoir un congélateur, je vends mes jus. Pour moi, pipi, c'est fini. Je n'ai fait plus pipi au lit jusqu'à aujourd'hui. J'ai retrouvé mon épouse d'avant, avec sa joie de vivre. 1 demi-million, soit 500 000 femmes et filles vivant avec cette lésion dans le monde, rêvent de recouvrer la santé comme Dame Nkayo. La Côte d'Ivoire et ses partenaires sont engagés depuis 2012 à libérer les femmes de la honte de la fistule. 128 médecins et agents de santé ont été formés pour prévenir et traiter la fistule. Dans le même temps, la sensibilisation est de mise pour limiter les mariages et les grossesses précoces, l'excision, la non-fréquentation des centres de santé pendant la grossesse, première cause de la fistule obstétricale. Et chaque jour est un effort de plus dans la lutte contre la fistule obstétricale, maladie honteuse pour ces femmes. Excellente fête nationale, bonne soirée sur RTI2.